BFM Business, Intégral Placement, idées de placement. Et oui, chaque jour dans Intégral Placement, on vous apporte plein d'idées de placement pour guider, driver, piloter au mieux votre épargne. Aujourd'hui, tiens, on va vous proposer de prendre le large, des conseils pour partir vous installer ailleurs, dans d'autres pays plus ensoleillés, avec Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Vous êtes venu sans ses lunettes de soleil. Oui, pour l'instant. Le président... Ah, vous partez bientôt au soleil alors? Peut-être. Il n'est même pas sûr. Le président de Practice, vous allez nous dire si acheter à l'étranger relève vraiment du rêve ou du cauchemar. On parle beaucoup cette fin d'année de l'Espagne après les législatives qu'on a suivies ce week-end. C'est une bonne idée de s'installer en Espagne, Étienne, d'essayer d'acquérir un château en Espagne. Le fameux château en Espagne. Ça peut être une bonne idée, Guillaume, absolument, mais il faut bien avoir en tête déjà que si on achète en Espagne, on va peut-être avoir un prix de marché, un prix immobilier qui va être un petit peu moins élevé qu'en France, et encore ça dépend des régions, et pour autant on ne va pas échapper à certains points de fiscalité. Je vais être un petit peu l'empêcheur de tourner en rond par rapport à ce rêve, mais il ne faudrait pas que le rêve devienne non pas rêve ou réalité, mais rêve ou pénalité. Oh, c'est joliment dit. Alors, faites-nous comprendre de l'intérieur justement ce marché espagnol. Pourquoi c'est pas aussi brillant, lumineux, fantastique que ce que certains pourraient espérer? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de programmes qui se sont construits et vous avez malheureusement quasiment des régions d'Espagne, notamment dans le sud, où vous avez quasiment des villes fantômes. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut savoir également que lorsqu'on achète en Espagne, on est toujours en France, qu'on est extrêmement taxé sur tout et en permanence. On va avoir en Espagne, lorsque vous achetez, déjà ce qu'on appelle des frais d'inscription, qui peuvent varier de 2 à 3% suivant les régions et qui peuvent être partagés entre l'acheteur et le vendeur ou être complètement à la charge de l'acheteur ou du vendeur. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, on va avoir également les droits de mutation qui sont dus au notaire, qui peuvent varier là aussi suivant les régions de 6 à 10%. Donc 10%, vous voyez que 10% ça commence à faire. En France, on est à beaucoup. 7 en moyenne. C'est ça, on est entre 7 et 8, 7,89, mais bon, ça commence à faire quand même beaucoup. Ensuite, lorsque vous achetez, alors évidemment on a les taxes foncières, les taxes d'habitation, le grand classique, mais lorsque vous achetez en tant que non-résident fiscal espagnol et que vous entendez acheter par exemple un appartement de villégiature ou autre, vous allez supporter en plus une imposition particulière pour les non-résidents qui est une impôt sur la jouissance du bien, ce que l'on n'a pas nous en France, mais l'impôt sur la jouissance c'est quand même assez rapide en termes de montant. Alors, sans donner pléthore de chiffres, mais c'est 19% de 1,1%. Allez, en français dans le texte, 200 000 euros, j'achète un bien pour 200 000 euros, par exemple, en Espagne. Chaque année, je vais avoir sensiblement 400 euros à acquitter sur l'imposition de jouissance, en plus d'autres types d'impositions classiques assises sur le bien. Et si je mets en location le bien, ce qui est le cas de pas mal de Français qui achètent en Espagne pour ensuite mettre en location. Est-ce que là aussi on risque de payer des impôts particuliers en plus? Oui, on va payer l'impôt sur le revenu foncier, donc là on va avoir un taux à 19%, ça c'est visé par la convention fiscale, mais surtout il faut savoir qu'on va avoir l'obligation d'avoir un représentant fiscal en Espagne, c'est souvent l'agent immobilier qui prend sa commission d'intermédiation, et c'est lui qui va jouer ici, en étant représentant fiscal, qui va jouer le rôle du collecteur pour le paiement de l'impôt. Bon, d'un seul coup quand même, l'Espagne fait moins rêver. Oui, plus l'ISF, donc je ne vous ai pas parlé. Ah, oui, il y a un ISF en Espagne. Oui, il y a un ISF en Espagne, quelque chose qui s'en approche, effectivement, donc là encore. Oui. Et méfiance aussi, compte tenu de cette instabilité politique et cette coalition qui pourrait voir le jour en Espagne. On a un contexte étonnant actuellement. Exactement, et Podemos qui monte en puissance. L'Espagne qui fait moins rêver, on garde quand même espoir, on va traverser la Méditerranée et partir au Maroc. Est-ce qu'à défaut d'un château en Espagne, on peut s'offrir un palais des 1001 nuits au Maroc? Pourquoi pas, un pays magnifique, des gens accueillants, une cuisine formidable. Enfin, pour l'instant, les critères sont parfaits. Bon, là, les points vont plus être juridiques, les points d'attention. C'est-à-dire que déjà, il faut bien évidemment avoir affaire à un agent immobilier. Ça paraît très, très basique de dire ça. Pour autant, au Maroc, ça n'est pas une profession réglementée. Donc, il faut être certain d'avoir un agent qui est pignon sur rue. Pourquoi? Parce que, notamment, sur un plan professionnel, il aura son assurance, sa responsabilité civile. Premier point. Hormis les commissions classiques, mais qui vont être de l'ordre de 5%, il faut également avoir affaire à son notaire. Bien souvent, en fait, le notaire est le notaire du vendeur. Alors, pourquoi avoir en tant qu'acheteur son notaire? Parce que déjà, ça permettra d'avoir un acte qui sera traduit dans sa langue d'origine, premier point. Oui, c'est quand même important, il y a le problème de la langue. Et puis le deuxième point également, c'est que sur un plan juridique, au Maroc, vous avez notamment un système qu'on appelle le système de prénotation. Ça veut dire que vous pouvez très bien, Guillaume, acheter un actif immobilier et penser être le propriétaire, mais antérieurement, quelqu'un a posé un droit de réclamation sur ce bien, et vous pourriez en être dessaisi à tout moment. C'est pas vrai. Absolument.
Là, on n'est absolument plus dans la stabilité qu'on peut connaître juridique, stabilité juridique qu'on peut connaître en zone euro. On sent qu'on est complètement en dehors du système. On est sur un système complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir affaire à son notaire personnel. Et il faut que l'acte soit rédigé dans ma langue, en français. Comment faire quand on investit au Maroc? Alors il faut par prudence que l'acte soit rédigé en français, mais ça n'est pas une obligation sur le système marocain pour vous-même en tant qu'acquéreur étranger. Il faut également que vous pensiez, lors de l'acquisition, à ouvrir un compte non résident en dirham convertible. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ceci, demain vous revendez le bien pour X raisons, vous aurez l'imposition sur plus-value, mais vous ne pourriez pas rapatrier vos fonds comme vous le souhaitez. Bon, voilà. Restez sur vos gardes avant de vous offrir un palais des 1000 nuits au Maroc. Absolument. Et en plus, il y a des taxes une fois qu'on a acheté son palais? Oui, bien sûr. On a l'impôt sur le revenu si vous le mettez à la location qui peut rapidement arriver à 38%. Vous avez un ISF, là encore un ISF qui peut être de 6% dès 60 000 euros de valeur. Vous avez même une contribution sociale généralisée. Donc on retrouve en réalité ce qu'on a chez nous. Bon, vous êtes en train de casser tous nos rêves là. Oui, j'en suis. L'Espagne, c'est plus compliqué que vous ne pouvez le penser. Le Maroc, il y a de véritables pièges, notamment d'ordre juridique. On arrive en période de Noël là. Est-ce que quand même, dans votre hôte, Étienne, vous avez de bonnes nouvelles à nous apporter, des pays où vous conseilleriez à nos téléspectateurs, nos auditeurs de s'installer quand même? Alors il y en a plusieurs que j'aime bien et il y en a un qui est à la cote, vraiment, notamment au niveau des retraités français ces dernières années, c'est le Portugal. Vous savez qu'il y a une particularité sur le Portugal. Alors plus de 7000 Français se sont installés au Portugal en 2014. Donc, rien qu'en 2014? Oui, et 80% de retraités. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas résident fiscal depuis au moins 5 ans lorsque vous vous y installez et que vous n'avez pas d'actifs immobiliers, vous allez être exonéré durant 10 ans sur vos pensions et retraites. C'est un bon plan, ça. C'est un bon plan, surtout que le Portugal a un niveau de vie inférieur à 35% d'autres, en termes de coût de vie. Et il y a un système de santé qui est tout à fait Vous avez positif, un système de santé tout à fait positif, et si vous êtes retraité français non résident, donc résident au Portugal, vous bénéficiez toujours de votre couverture française et donc du système français qui plus est. Oui, ça explique pourquoi le Portugal a la cote, vous nous le disiez, 7000 Français s'y sont installés en 2014, c'est 3 fois plus que l'année précédente. Bien sûr, c'est incroyable. On a une vraie progression. Alors on a aussi une progression des prix, enfin toute chose entendue par ailleurs. Il y a 3 ans par exemple, 2-3 ans, vous étiez à 1200 € au mètre carré sur Lisbonne. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3-4 000 € sur les quartiers historiques. C'est vrai que ça a bien progressé. Ça a triplé, là, oui. Ça a triplé, mais par contre, vous avez toujours quelque chose de tout à fait raisonnable. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être en plein cœur d'un quartier historique de Lisbonne. Tout est possible à tout endroit. Lisbonne qui fait de plus en plus rêver. C'est vrai que de plus en plus de gens, dont Aurélie Blonde, là, qui vient de nous rejoindre en plateau, aiment bien passer leur week-end à Lisbonne. Et ça fait du coup monter les prix. Bon, c'est vrai que les prix ont progressé, mais ils restent quand même beaucoup plus attractifs qu'en Espagne ou en France. Bien sûr. Des prix moindres. Une belle qualité de vie, un peu de fiscalité là aussi, mais moindre tout de même qu'en France. Donc oui, il faut toujours un petit peu de fiscalité, mais enfin, bien choisi, un bel emplacement, une belle terrasse, un air de fado, une liqueur de menthe, ça passe tout de suite mieux. C'est là que vous allez partir passer les fêtes, Étienne? On verra. Au Portugal. Il ne veut pas nous dire où il part. Merci beaucoup, Étienne, en tout cas. Merci à vous. Pour tous ces conseils, pour tous ceux qui souhaitent partir s'installer à l'étranger, Étienne Guérin, le président de Practis.